Salut Louis David. Bonjour Nicolas. Alors bonjour à tous, 23 septembre, mardi 23 septembre 2025 et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour une deuxième occasion Louis David Benayer. Louis David qui est prof à l'ESCP, avec qui on s'entend très bien, qui m'a permis d'organiser quelques meet-up à l'ESCP. Louis David qui aussi qui s'occupe de l'initiative IA pour l'ESCP. Et je trouve qu'on est donc tous les deux des anciens de l'école, mais en tout cas, le SCP avait vraiment fait parler. C'était une super nouvelle l'année dernière en faisant un partenariat avec OpenAI. Je trouve que c'était personnellement, ça m'avait vachement rassuré parce que on voyait toutes les universités américaines à ce moment-là qui faisaient ces deals, ces opérations avec OpenAI, et je me demandais mais où on en est nous au niveau français sur ces sujets-là. Et donc plein d'initiatives. Donc on en avait déjà parlé un petit peu l'année dernière, mais moi je trouve que tout le monde était à dire ah non mais l'éducation, il faut absolument qu'ils se mettent à l'IA, mais on n'est que 2 ans et demi, 3 ans après le début de cette révolution. Il faut vous laisser le temps de concevoir les programmes et tout ça, d'analyser ce qui se passe. Et aujourd'hui, peut-être que tu as un peu plus de billes à nous partager par rapport à ça. En tout cas, bienvenue à nouveau. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Magnifique. On est toujours dans notre accélération de l'IA, cher Louis David. Oui, ça accélère et on a l'impression qu'on perd un peu ses repères temporels entre qu'est-ce que c'est qu'une journée, qu'est-ce que c'est qu'une semaine, qu'est-ce qui peut se passer dans un mois. On a tous vécu ça Il n'y a et pas de vacances? Il n'y a il pas n'y de a pas de vacances? vacances. Voilà, cet été au mois d'août, j'avais décidé de m'arrêter 10 jours, quoi, un truc de fou. Et en 10 jours, il y a eu la release en open source du modèle de OpenAI. Et 3 jours plus tard, il y avait GPT-5. Et la semaine d'avant, il y avait eu le study mode. Et donc, quand on travaille dans l'enseignement, c'était 3 annonces qui étaient majeures autour du Ouais. 15 août, quoi, en toute simplicité. Ah, écoute, j'ai bien vu ça. C'est marrant parce que OpenAI, ils avaient décrété qu'il fallait une semaine de vacances en plus pour toute l'équipe fin juillet, tu sais. Ouais. Et j'ai vécu ça de la même manière. Moi, j'étais sur une plage en Corse sans réseau et ben, j'ai quand même dû trouver un moyen de me renseigner un petit peu sur GPT-5. Et donc, ça s'arrête jamais. Ça s'accélère. Plein de super annonces. Euh, et toi, ton utilisation aujourd'hui, elle a évolué. Qu'est-ce que tu utilises le plus à titre personnel, cher Louis David, aujourd'hui? Moi, j'ai une utilisation exclusive des modèles de langage. Je suis très peu sur Mm. l'image, Oui. même si je m'y confronte pour me tenir un peu au courant. Et puis, grâce à des newsletters très bien faites, j'arrive à garder un peu le contact avec les derniers légumes ou les derniers fruits qui permettent de se faire un peu des images. Merci, merci Nicolas. Mais non, c'est principalement le texte, les modèles de langage et ChatGPT en particulier, qui est celui que j'utilise le plus. ChatGPT version plus. Ouais, version Edu. Nous, on a la version Edu, mais c'est la Version version, Edu. ouais, c'est la même que la version Enterprise. C'est la même que la version Enterprise, d'accord. Et justement, par rapport à... C'est quoi les fonctionnalités? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités en plus, en moins? Tu sais ou pas sur cette version? Non, c'est la même offre que celle qu'ont les entreprises quand ils prennent un abonnement un peu D'accord. massif. Mhm. Voilà. C'est surtout lié Donc à ça veut des... dire que tu pas limité sur les fonctionnalités avancées, les PDF, les exports de documents Ouais, Excel. ouais, Ça veut dire que tu as GPT-5, mais ouais. on va dire les derniers modèles, que tu es Mm. pas limité non plus dans la génération d'images, c'est ça que ça veut Non. dire? OK, Mm. d'accord. Ça veut dire que tu as les agents un petit peu? Ouais, un petit peu, ouais. Et puis Ils marchent bien? ça dépend. Ça dépend. Ils marchent, mais avec un peu d'irrégularité. Mmh. Ils font pas toujours la même chose. Ça veut dire que tu as du deep research. Ouais. OK, trop cool. Alors, donc merci beaucoup Louis David. Dis-nous un petit peu alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez, depuis 2 ans et demi, 3 ans, travaillé sur ce sujet? Donc bah,
dans tous les cas, vous êtes partant sur l'IA générative, vous jouez le jeu, il y a cet accord avec OpenAI. J'ai même vu qu'il y avait un accord avec Hugging Face. Oui, tout à fait. Ouais. Franchement, la classe. Ouais, ouais, on est très heureux, évidemment. Ça a été annoncé au mois de septembre, il y a quelques semaines. En fait, c'est dans le prolongement. On veut effectivement, pour permettre à nos étudiants, pas seulement de comprendre les technologies et leurs impacts sur le monde des affaires, mais aussi d'être utilisateurs de ces technologies Mhm. et de les manipuler directement. Et pour cela, il faut qu'on les forme, mais il faut aussi qu'on leur donne accès à des ressources techniques. GinkFace, c'est une des plateformes, et nous, c'est celle qu'on a choisie, qui permet d'avoir accès à des très bons modèles à l'échelle, et puis aussi la communauté. Et puis c'est la logique open source qui convient bien aussi à des institutions d'éducation comme la nôtre. Donc on est très heureux de ce partenariat. Et maintenant, l'enjeu, c'est d'arriver à le faire grandir et à faire grandir l'usage Ouais. par nos étudiants de cette plateforme. Franchement, c'est super. En plus, c'est quand même une équipe française hein, à la base. C'est Donc vrai. Clément, Thomas et leur troisième cofondateur. Euh, et c'est ouais, ben, c'est la plus grosse bibliothèque de modèles open source au monde, de très loin, de manière complètement incontestée. Quand OpenAI sort son modèle open source, ben, directement, on le retrouve sur Hugging Face. Hein. Bien Enfin, sûr. ils travaillent ensemble sur ce sujet-là. Mhm. Donc ça, c'est fantastique. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, évidemment, ça va être un petit peu ta vision de l'enseignement au jour de l'IA, avec l'IA. Mais juste avant, un petit peu pour s'amuser, parce que moi, ces années étudiantes, c'est celle... franchement, j'ai adoré ces années. Je me suis éclaté à l'ESCP. J'espère toi aussi, et j'espère tous nos auditeurs pendant leurs années étudiantes. Pour nous remémorer ça un petit peu, est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision de comment est-ce que les étudiants ils sont aujourd'hui avec l'IA générative et ce que tu vois, et je sais que alors toi tu es prof, tu pas étudiant, mais comment tu les vois l'utiliser et à tous les niveaux, hein, je veux dire, en cours, à la cafette ou dans leur relation amoureuse, si tu vois ça de très loin, quel est ton sentiment par rapport à ça? Ah ouais, tu l'as très bien dit. Moi, maintenant, j'ai les cheveux blancs, je fais partie de l'autre catégorie. Non, Donc, j'ai une vision, mais qui est évidemment partielle. oui. Ce qui me rattrape, c'est que j'ai des enfants qui ont leur âge, donc je vois aussi à la maison une partie des usages. Mhm. Euh, il y a quand même une variété dans les usages qui est très forte, mais on retrouve les tendances qu'on observe dans l'usage dans le monde du travail. C'est-à-dire Hmm. que il y a évidemment une partie des étudiants qui l'utilisent pour se donner un coup de boost sur leur performance, Ouais. faire mieux, faire plus vite, faire avec un plus haut niveau de qualité. Il y en a qui l'utilisent pour s'acheter un peu de temps, pour faire d'autres choses, un peu comme dans le monde de l'entreprise aussi, et donc sous-traiter à la machine certaines tâches, et ça c'est évidemment un enjeu pour nous qu'il faut qu'on arrive à contrôler. Et puis, il y a énormément d'usages qui sont liés de plus en plus, et là c'est une tendance qu'on observe aussi chez les salariés, mais les étudiants font pas exception, Mhm. une tendance à des utilisations plus personnelles. On a une visibilité, une vision là-dessus parce qu'on a un cours à l'ESCP qui est à destination de tous les étudiants, les 10 000 étudiants, et au sein de ce cours sur l'IA générative, on leur demande de prototyper un use case. Et ils sont Mhm. libres de choisir le use case. Donc, on a accès, et ça, c'est un travail qu'on évalue, donc on a accès au contenu. Et on Ouais. voit bien que leurs use cases sont très personnels. Sont très personnels. Alors, les sujets personnels qui sont un peu professionnels, ça va être la recherche de stage, ça va Ouais. être le coaching de carrière. Et puis, il y a beaucoup d'étudiants qui nous parlent de leur use case personnel que on a tous vécu, Mhm. organiser une fête, préparer un voyage, mais aussi de plus en plus, on était même surpris que certains étudiants en parlent de façon aussi transparente, sur du coaching personnel ou des décisions même, un peu pour des avis sur des décisions qui sont très personnelles. Et bien sûr, ils ne nous parlent pas de tout, et heureusement qu'ils ne nous parlent pas de tout. Ouais. Mais en quelques mots, voilà, euh, on voit bien auprès de nos étudiants, dans leurs usages, des tendances analogues à celles qu'on voit auprès des salariés.
Ah, très intéressant ce que tu dis. Euh, il y a justement une étude qui vient de sortir, hein, menée par OpenAI, sur l'utilisation, où ils ont essayé un petit peu de catégoriser l'utilisation leurs utilisateurs de ChatGPT. Et Anthropic a fait la même chose, mais donc grosso modo, là j'ai un peu la grille, mais on avait de gauche à droite, j'avais du multimédia à 6%, créer des images et tout ça, euh, du guide pratique 28% avec du tuteur, des conseils de la santé, du bien-être, de la recherche d'informations 21%, expression personnelle 4%, aide technique 7,5%, notamment en mathématiques et en code en fait, et de l'écriture 28%, les emails, la communication personnelle, évidemment ce que tu fais sur ta recherche de ton CV et tout ça. Donc on voit bien, mais c'est vrai qu'on entend de partout, on en a beaucoup parlé cet été, c'était aussi un peu de plus en plus le compagnon personnel, le coach personnel, voire le psy, que tout le monde va de plus en plus vers ces usages. Ouais, ouais. J'en parlais aussi, je sais pas si tu as vu, il y avait, et ça j'en parlais je pense dans le podcast précédent, 52% de femmes dans les 700 millions d'utilisateurs de ChatGPT, 48% d'hommes, donc un chiffre très intéressant à signaler qui s'est inversé en fait depuis le début, et, euh, et une majorité d'utilisation personnelle par rapport à l'utilisation professionnelle, dans un sens 70-30 quoi. Ouais. Donc, Bon, mais ces éléments-là, ils sont quand même c'est la partie consumer. bien sûr, Il y a quand même les usages de l'API qui, là, eux, oui, sont exclusivement professionnels. Enfin, bien donc, sûr. donc, il faut avoir ça aussi en tête sur Tu as tout à fait l'utilisation raison. Ouais, des bien modèles. sûr. Euh, GPT-5, t'as été surpris, t'as trouvé ça cool, c'est quoi ton feeling? Bon, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que bon, on nous avait présenté. GPT-5 avait été annoncé il y a quelques mois comme étant une rupture majeure. On constate que ce n'en est pas une, même si c'est Mhm. une avancée importante. Et Ouais. puis, ce qui a été intéressant, c'est de voir aussi la réaction sur la question du choix du modèle, Mhm. euh, qui était Bien sûr. déterminé par le modèle lui-même, en tout cas par Ouais. l'interaction directement. Et ça montre bien l'ambivalence et l'ambiguïté et la difficulté à faire des bons choix de design sur les technologies. Parce qu'on peut pas soupçonner l'équipe d'OpenAI d'être incompétente ou défaillante au Mhm. vu des résultats que l'entreprise a en termes d'adoption. Mais on voit Ouais. bien que même eux, avec toute l'énergie, la compétence, la connaissance, eh ben, ils avaient fait une hypothèse fausse sur cet insight qui était c'est trop compliqué de choisir les modèles, on va choisir pour eux, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, Mhm. que ça nous rappelle la Ouais. difficulté à concevoir des produits numériques qui ont une adoption très forte. Et ça nous rappelle que même ces gens qui ont réussi une fois, ils ne sont pas à l'abri d'un choix de design qui éloigne leurs utilisateurs. C'est vrai. Alors, un mois et demi, 2 mois après, j'ai l'impression que maintenant tout le monde est quand même plutôt satisfait, tout le monde est OK avec GPT-5. Moi, je fais quand même assez confiance à ce routeur GPT-5, parce que maintenant GPT-5, c'est un modèle et un routeur qui choisit le modèle. Moi, ce qui me manque, c'est le GPT 4.5 que j'ai mis longtemps à apprécier, mais qui était excellent en rédaction. Euh, mais oui, oui, non, mais t'as raison, c'est marrant mais c'est marrant aussi de voir l'attachement que les gens, le petit côté un petit peu viscéral que les gens peuvent avoir avec ces outils aussi. Parce que ces réactions, tu vois, c'est des réactions ce qu'on a vu, c'était des gens qui disaient, tu me, vous venez de me piquer, me voler mon compagnon, mon confident, c'était ça aussi, hein, qui ressortait quand même. Oui, il y avait ça, mais il y avait aussi un peu d'efficacité, c'est-à-dire que les gens avaient construit des routines de travail avec certains modèles qui délivraient un certain niveau de résultat, ou un certain type de résultat.
Et si le routeur les orientait vers un autre modèle, les résultats n'étaient plus les mêmes. Clairement. Mmh. Et ça posait un autre problème qu'un attachement émotionnel. C'était un problème très opérationnel de qualité des résultats. Tout à fait d'accord. Louis David, alors maintenant, faisons le point un petit peu sur ce que tu veux bien nous révéler, sur ce que vous avez fait à l'ESCP, ce que vous avez mis en place pour développer des cours, des modules spécifiques pour apprendre avec l'IA, faire en sorte que l'IA, on la maîtrise, mais qu'elle ne nous maîtrise pas, et que elle ne fasse pas tout l'effort cognitif non plus à notre place, qu'elle nous laisse un petit peu raisonner, mémoriser un petit peu. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que vous avez fait par rapport à ça? Bon, d'abord, on est humble, c'est-à-dire qu'on est tous en train, on est plusieurs à chercher un peu les réponses à ces questions qui sont importantes et nouvelles. Donc, Et on qui est. inquiète tous les parents, qui inquiète même des étudiants, Mais je pense hein. que ça doit inquiéter tout le monde, même les Mmh. non-parents. C'est-à-dire que les gens qui étudient aujourd'hui sont ceux qui vont organiser le monde dans 20 ans. Et si on pense qu'on sera toujours là dans 20 ans, même si on est cynique et même si on est seul et qu'on n'a pas d'enfants, on a intérêt à ce que les gens qui seront en charge dans 20 ans aient des compétences pour régler les problèmes du monde qui se poseront dans 20 ans. Donc, je pense que c'est pas qu'un problème pour des parents qui regardent leur progéniture évoluer, c'est un problème de société qui nous concerne tous. Donc, Tout à fait d'accord avec ça. Et tu as bien raison de le préciser. Et de l'autre côté, la vie, les premières réactions en mode on forme les étudiants sans l'IA, on sait très bien que ce serait les former à un monde de demain qui n'existe pas. Donc ça maintenant, on n'en est plus là. Euh, non, c'est vrai. Nous, on est allé dans l'autre extrême, sans dire qu'on est évidemment extrémiste, mais en tout cas, on est allé dans un autre parti pris qui est de dire c'est une technologie importante, massive, qui va être utilisée à une échelle importante. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas et on ne peut pas ne pas former nos étudiants à cela. ok. Donc, ça, c'est le point de départ de notre réflexion. C'est une réflexion qui est ancienne parce qu'on a été parmi les premières business schools au monde à faire des programmes liés aux technologies. Mhm. Et c'est pas complètement arrivé juste avec ChatGPT, mais avec ChatGPT, ça a évidemment pris une ampleur plus importante. Qu'est-ce que Ok. ça veut dire? Donc, ça veut dire que d'abord, on a été très, on a ouvert les portes à l'utilisation. Donc, on s'est Mhm. engagé avec OpenAI pour donner accès, on a formé nos profs, on a formé nos élèves, et on s'est lancé dans une démarche d'expérimentation pendant toute l'année académique précédente, où on s'est dit qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on Ouais. veut apprendre sur l'impact de cette technologie sur l'enseignement. Donc, ça veut dire que là, l'année dernière, on était dans une phase quel est l'impact de l'IA générative sur la pédagogie et l'apprentissage, l'enseignement. Et pour y arriver à avoir ces réponses, on ne l'a pas fait de façon conceptuelle. On a Mhm. lancé une centaine d'expérimentations qu'on a documentées, qu'on a analysées, qui nous ont permis à la fin d'avoir des débuts de réponses. Donc maintenant, l'étape dans laquelle on est, c'est de se dire, maintenant, il faut qu'on accélère cette mise à niveau de compétences de nos profs et de nos élèves. Donc, Mhm. ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un cours obligatoire à l'école Ouais. associé à l'obtention de la licence ChatGPT, qui est un cours sur Generative AI in Business and in My Studies, qui est un cours... C'est le cours dont tu nous parlais tout à l'heure pour tous ouais, les étudiants, là, ouais, 10 000 étudiants, c'est ça que ouais, tu as dit? Donc ça, exactement. ça, c'est super intéressant. Donc un cours obligatoire, 10 000 étudiants doivent prendre ce cours pour, d'accord, pour avoir ta licence d'utilisateur Ouais, ChatGPT. Ok, ouais. intéressant. Alors, on fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on leur donne la licence Ouais, et ils la ouais, gardent s'ils ont bien passé le cours. d'accord. On leur fait C'est combien d'abord. d'heures ce cours? Enfin, Bah, en c'est gros? significatif, hein, c'est conçu pour faire une quinzaine d'heures, donc c'est un cours Ah ouais, ouais. assez sérieux. Et l'élément dont on est très satisfait, ouais, c'est que donc il y a une partie qui concerne la technologie, une partie qui concerne l'impact sur les entreprises. Il y a une partie très pratique de prompting et de advanced prompting. Et puis il y a une partie spécifique sur using generative AI in my studies. Et donc là, c'est vraiment sur l'utilisation dans le cadre de leurs études. Alors, on a fait le rôle, on a bien sûr, nous, joué le rôle des profs, en faisant un peu des trucs, mais Ouais. on a fait un appel à contribution auprès des étudiants pour dire,
qui veut faire du peer-to-peer learning, qui veut enregistrer des vidéos pour expliquer quels sont vos use cases Mmh. aux étudiants de l'année prochaine. On a eu beaucoup de réponses positives et donc une partie du cours qui est diffusé aux étudiants a été produit par les étudiants. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui nous semblait important. Ouais, C'est pas seulement avoir la vue du prof, mais aussi d'avoir la vue des élèves. Donc ça, c'est un élément effectivement important de ce qu'on fait à l'école. super intéressant. Donc 15 heures de cours là-dessus. Bah, en 15 heures, en vrai, tu peux te former, en tout cas, à ChatGPT sur les bonnes pratiques, le prompting avancé, connaître à peu près l'ensemble des fonctionnalités. Ouais, c'est super. Oui, sachant que c'est pas seulement du prompting, c'est aussi toutes les discussions qu'on a déjà eues ensemble sur l'impact sur le marché de l'emploi, sur les performances d'entreprise, Mmh. les gains qui sont associés à ça, et puis bien sûr les enjeux et les risques qui sont associés, les questions éthiques, les questions de biais, les questions géopolitiques, environnementales. On a effectivement un chapitre qui est dédié aux enjeux qui sont associés à l'utilisation de ces technologies, puisque nous, Mmh. on souhaite former nos étudiants non seulement à l'utilisation de ces technos, mais on forme des gens qui à un moment vont être dans des situations de décision Ouais, et on veut qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en connaissance de cause. Et donc nous, notre objectif avec ce cours, c'est pas d'en faire des prosélytes de l'intelligence artificielle, ouais, ouais, c'est ouais. de les équiper pour comprendre ce que c'est, les promesses, la réalité et les risques, pour qu'ils puissent ensuite, quand ils seront en situation de décision dans des entreprises, prendre des décisions qui vont amener à une utilisation, pour dire un mot que beaucoup de gens utilisent, une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Responsable, ça veut dire qui a connaissance des enjeux et des risques qui lui sont associés, quoi, qui ne compte pas que les plus, mais qui compte aussi les difficultés afférentes. Les difficultés les enjeux qui sont très nombreuses. OK, donc vision responsable pour pas dire critique, mais j'entends, c'est super important, c'est super intéressant. Heu et écoute, bah, bravo parce que et je pense que c'est en tout cas, c'est ce que j'essaye de proposer aussi dans les formations que je peux faire. Et et c'est fondamental et je vois que vous le faites bien, donc il faut pas brûler les étapes et tu as raison. Je vois deux énormes écueils, c'est quelqu'un qui est formé juste à l'utilisation de ChatGPT, mais pas éduqué sur ces enjeux. Il va lui manquer quand même quelques pistes de réflexion et quelques réponses. Et alors après, encore pire, moi, ce que je vois venir, ce qui peut m'inquiéter plus, ça va être des gens qui vont travailler juste sur, bah, pour le coup, des outils qui utilisent l'IA, via l'API dont tu parlais tout à l'heure, de ChatGPT ou d'autres modèles et qui vont, sans savoir, en fait, tu vois, comment ça fonctionne, sans savoir ce qui se passe derrière et avec des réponses qui vont être vraiment pré-mâchées. Et là, pour le coup, ça me fait peur parce que je pense qu'on peut arriver à une fin totale de la réflexion avec ces outils-là, quoi. En tout cas, il y aura certains individus ouais, certains individus, on leur confisquera Ouais. la capacité de réfléchir et de décider. Parce que ils seront contraints d'utiliser des solutions, des logiciels ou des systèmes qui embarqueront la prise de décision. Et ça, c'est vrai que c'est un risque important. Mais dans ce qui nous occupe aussi, dans OK. notre rôle d'éducation, c'est bien sûr de les former à l'intelligence artificielle comme technologie, comme outil, etc. Mais on veut surtout les former à d'autres choses. Mmh. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de former des gens qui vont avoir des responsabilités dans le marketing, la finance, les ressources humaines, qui sont pas forcément des spécialistes de la technologie. Bien sûr que la technologie les impacte, mais nous, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à développer une réflexion pédagogique Ouais. qui fait qu'à la fin des années qu'ils ont passées chez nous, ils ont bien développé des compétences et des capacités à faire qui sont pas dépendantes de l'IA. Et donc ça pose une question qui est très stimulante. Mmh. C'est que faut-il que les étudiants aient appris? Mmh. Comment faut-il qu'on leur enseigne pour qu'ils l'apprennent? Ouais. Et comment on s'assure qu'ils l'ont appris en vérifiant les compétences? Et sur ces trois types de questions-là, il y a bien sûr la question de l'IA,
Mais il y a aussi et surtout la question de non-IA, hein. C'est-à-dire que une grande partie des choses tu as lu ces études, je sais que tu en as parlé avec d'autres de tes interlocuteurs sur les compétences qui vont être requises Ouais, avec l'émergence de ces technologies. Beaucoup parlent de la créativité, de l'intelligence émotionnelle, de l'esprit critique, etc. bien sûr. Pour développer ces compétences, il y a des pratiques, il y a des méthodes. C'est pas juste la créativité se développe pas juste. C'est pas l'inspiration la créativité. C'est pas en se réveillant un matin qu'on est créatif. C'est parce qu'on a développé des compétences créatives qui, en général, passent par la non-utilisation de l'IA. C'est parce qu'on a acquis des connaissances soi-même sur l'histoire de la peinture qu'on est capable de faire une nouvelle peinture. C'est pas juste en se réveillant un matin en ayant l'inspiration qui tomberait du ciel comme la grâce d'une nouvelle forme. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi Ça y à... est, je suis un expert en paye, en RH ou en fiscalité après une bonne nuit de sommeil. Exactement. Ouais. Mais oui, mais alors, ok, mais très intéressant. Mais comment vous faites? Parce que Ouais. l'IA, c'est un point de départ, c'est un peu un prérequis, c'est un peu du transverse. Et alors après, comment vous faites sur ces disciplines? C'est l'interdiction d'utiliser l'IA? Ça se passe En comment? fait, il y a plein de choses qu'on essaye de tester. Mhm. Il y a, il y a un mode de fonctionnement qui a l'air d'être opérant dans certains cas, dans certains types de cours. Mhm. C'est de dire, par exemple, tout ce qui est hors de la classe, Ouais. c'est il y a évidemment sans contrainte, utilisation Ah oui. non. Par contre, à certains moments d'activité en classe, on va Ouais. contraindre à ce qu'elle ne soit pas utilisée, D'accord. pas pour fliquer ou pas pour contrôler, mais parce qu'on considère que pour développer une certaine compétence, on a besoin de s'y confronter directement. Je prends un exemple qui est très évident. On a des cours, par exemple, de management interculturel. Ouais. Et donc, c'est comment la capacité à se comprendre ou à pas se comprendre quand on n'est pas quand on est de culture nationale différente. Pour vivre, quand on a 20 ans et pour vivre les différences culturelles, il n'y a rien de mieux que de se retrouver en face de quelqu'un qui a une culture différente et d'essayer de faire une tâche ensemble. Bien sûr. Par contre, si on regarde sur ChatGPT les stratégies de mitigation du risque d'incompréhension culturelle, on va peut-être être très bon conceptuellement, peut-être qu'on va pouvoir faire un super Hmm. exposé, mais Ouais. on se retrouvera toujours désemparé et démuni quand on sera en face de quelqu'un qui ne nous ressemble pas et avec qui on n'arrivera pas à communiquer. Euh, ChatGPT ne remplace pas un bon Erasmus, quoi. Bah, oui, bien sûr, je reconnais Hmm. ton sens de la formule, mais effectivement, ChatGPT ne remplace pas un bon Erasmus. En tout cas, Hmm. nous, ce qu'il faut qu'on arrive à bien mettre en œuvre, c'est des dispositifs pédagogiques qui permettent à nos étudiants de développer des compétences. Certains de ces dispositifs pédagogiques incluent l'IA parce Ouais. qu'on va considérer que c'est bénéfique. D'autres dispositifs pédagogiques vont l'exclure parce qu'on considère que ça ne permet pas de développer des compétences. Hmm. Je termine avec une dernière anecdote. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait certains de nos étudiants qui, de façon très sincère, nous disaient, mais après tout, vous devez juger mon résultat. Vous m'avez demandé de faire un travail, un rapport de 10 pages ou une analyse. Si le travail correspond aux attentes, après tout, il y a pas de problème. Il faudrait que j'ai la note maximale, quels que soient les moyens que j'ai utilisés. Et en fait, ça nous a pris un peu de temps, je pense, à bien mesurer ce que ça voulait dire et à le déconstruire. Et en fait, je pense que l'image qui m'est venue et qui marche assez bien quand j'en parle avec les étudiants, c'est de dire, Ouais. mais en fait, quand vous êtes en train d'étudier, vous n'êtes pas un influenceur, vous n'êtes pas un Hmm. producteur de contenu. Votre Hmm. travail, c'est pas de produire un contenu qui va remplir certains critères de satisfaction, qu'ils soient qualitatifs ou d'audience. Si on vous demande de produire quelque chose, c'est en fait, et je suis un peu violent parfois avec eux, je leur dis, en fait, on s'en fout de ce que vous faites. Le résultat ne nous importe pas. Ouais.
quand on vous demande de faire un rapport, le contenu du rapport, c'est bien sûr ce qu'on va regarder, mais c'est parce qu'on considère que le processus qui vous a amené à faire un rapport, de collecter de l'information, de la vérifier, de porter une analyse, d'aller chercher des sources complémentaires, etc., tout ça, c'est formateur. Et c'est ce processus qui vous forme. Si vous court-circuitez le processus et que vous n'allez qu'au résultat, vous êtes un producteur de contenu, mais quand vous êtes un étudiant, vous n'êtes pas un producteur de contenu. Ou alors, il ne faut pas étudier et il faut aller directement sur le marché de l'emploi et faire un métier de producteur de contenu. Et en Mmh, général, quand on aborde les choses de cette façon-là, évidemment, les étudiants, ils mesurent bien, ils comprennent bien, ils bien sûr. mesurent bien ce qu'on veut dire, mais c'est normal à première vue, en tout cas moi je le comprends, leur réaction initiale qui consiste à dire, bah voilà, on a fait le boulot, pourquoi, quel est le problème? Donc c'est intéressant parce que ça nous amène des conversations plus riches en fait sur pourquoi on leur demande de produire des choses. Mais je pense que écoute, je pense que ton image est bonne et je pense que tu peux pas mieux leur parler, dans le monde d'aujourd'hui que de leur parler de ces influenceurs en effet. Heu, je viens de voir tout à l'heure des filles dans la rue qui étaient en train de faire des TikTok quoi, tu vois? Enfin donc évidemment et tu as raison, je pense que c'est efficace, on comprend très bien ça, cette notion d'influenceur, de créateur de contenu versus ce processus d'apprentissage et de compréhension par lesquels, vous voulez les faire passer. Ouais, c'est bien, c'est super. Mmh. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est une question qui est épineuse, et qui est pas simple, heu, en effet. Mais donc ça veut dire qu'aussi que oui, oui, que par rapport à l'apprentissage classique, on est sorti un petit peu de cette notion juste de résultat. Tu zoomes plus, tu t'intéresses plus que ce qu'on faisait il y a quelques années, en effet, au parcours pour arriver à ce résultat. Ça, c'est quand même c'est une nouveauté et c'est intéressant de se concentrer là-dessus. Ouais. Mmh. Je pense que c'était présent déjà avant, cette question du processus, mais comme il n'y avait Mhm. pas de doute, à la Ouais. nuance du plagiat que je mets de côté, hein, mais Ouais, comme il n'y avait ouais, pas de doute sur l'authenticité du résultat, ouais. on jugeait le résultat et on se disait que si le résultat est bon, c'est que le processus a été bon. Et on n'avait pas besoin de remettre en cause, on n'avait pas besoin d'interroger sur le processus, puisque si à la fin le contenu était bon, c'est que le processus avait été respecté. Aujourd'hui, quand on voit un contenu, on est par principe suspicieux, et par principe, la réaction, c'est de se dire qu'il a été produit par l'IA. En tout cas, nous, Ouais. c'est l'approche qu'on a. Ouais. Et ça veut dire que c'est pas ça qu'il faut qu'on évalue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'avant, donc, on pensait juste au plagiat ou à la triche, qui étaient Ouais. les deux manières donc de pas respecter les règles et d'arriver à un résultat. Aujourd'hui, le monde a changé par rapport à ça. Ouais. Mmh. Ouais. Écoute, ça, c'est quand même, c'est super intéressant. Alors, on a compris donc le cours général avec les 10 000 étudiants sur l'IA générative, les cours en classe notamment où ils activent pas l'IA, voilà, et des cours dans lesquels est-ce que tu as des cours, des exercices dans lesquels justement ils doivent, vraiment utiliser Ouais, bien l'IA, sûr. tu les Ouais, ouais, encourages? bien Oui. sûr. Bien sûr, on a évidemment un certain nombre de cours qui utilisent l'IA en particulier parce que Ouais. les profs de l'école sont tous différents, mais ils partagent quand même une Mmh. curiosité, une envie de coller aussi aux réalités actuelles. Donc il y a beaucoup de profs qui ont développé des méthodes et des Ouais. façons d'utiliser l'IA et même de contraindre les étudiants à l'utiliser. Donc ça, c'est évidemment, ça fait partie un peu dans toute l'échelle. Mmh. Mais peut-être l'autre élément que je peux mentionner dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est on est en train de faire un travail qui va aboutir à courte échéance, hein, c'est pas, mais qui est un travail quand même assez méticuleux et profond, qui est de se dire, euh, avec la mise à disposition de l'IA générative et la massification de son accès, il y a deux choses sur lesquelles il faut Ouais. on prête attention. C'est de s'assurer que nos étudiants sont bien formés à l'IA, quels que soient les programmes qu'ils suivent, euh, et à la fois qu'ils soient aussi formés
aux Ouais. compétences qui sont rendues encore plus nécessaires par l'émergence de l'IA, qui sont celles dont j'ai parlé tout à l'heure, créativité, esprit critique, intelligence émotionnelle, etc. Donc là, on est Mmh. en train de faire l'inventaire dans tous les programmes, dans tous les cours, pour vérifier qu'on est bien équilibré sur ces deux dimensions-là et qu'on prépare bien nos étudiants à cette vision un peu qui peut sembler un peu paradoxale, c'est-à-dire à la fois être très formé avec et sur l'IA, et à la fois être très formé à d'autres choses qui n'ont rien à voir et qui mobilisent pas l'IA. Heu, Écoute, bah, je trouve que vous avez bien avancé, franchement, je trouve ça passionnant et tu vois, ça me fait ça j'avais prévu de te parler de quelque chose, d'un tweet là que j'ai vu hier. Je pense que c'est le bon moment pour en parler. J'ai vu un tweet de, Greg Eisenberg, que je suis sur X donc, qui qui est très bon sur l'IA générative et heu et surtout qui est vraiment dans la catchphrase, qui sait aller chercher l'attention et en fait, il disait, ce Greg: «Comment est-ce que je vois la business school du futur ou une business school alternative?» Et il disait: «Ben, en fait, je vois une business school avec», j'ai pas tout listé, mais vous pourrez retrouver le tweet, avec du vibe coding, comment faire un site en 2 secondes avec, Bolt Lovable, être le roi de la distribution, comment faire du TikTok, viral ou des tweets, qui conduisent à 10 000 sign up, comment faire des formulaires, le 101 du formulaire, l'IA en tant que levier pour le lead generation, le service client, connaître tes cash flows mathématiques. On parle tout le temps chez les start-upers de churn, de LTV, de CAC, la psychologie du pricing, comment raconter une histoire. Mais en fait, et je trouvais ça assez cool, assez efficace. Moi, je travaille beaucoup sur ces sujets-là pour faire des démos et pour un peu impulser ça parmi les collaborateurs que je peux former. Mais en t'écoutant, Louis-David, je me dis, en fait, dans cette petite liste-là de bourrinage d'efficacité, aujourd'hui en mode start-up, veille codeur, marketeur, e-marketeur, il manque quand même quelque chose. Je me dis, en effet, un étudiant qui a juste cette petite liste, cette liste de sujets assez techniques, potentiellement hyper efficaces, hein, et qui ferait peur à quelqu'un qui voit ça il y a 10 ans, tu vois, et qui voit cette méthode de travail, il manquerait quand même vraiment quelque chose. En effet, au niveau de l'esprit critique, de ta psychologie, de ta manière de travailler, je pense que ça, c'est un petit peu ce dont tu me parles juste avant, ce qui manque, ouais. C'est bien. En fait, je pense que Ouais, c'est ce que tu listes là, c'est ouais. des éléments qui sont importants, Mmh. auxquels on forme nos étudiants, on forme certainement pas à toute cette liste-là, mais en tout cas, on forme Mmh. quand même à beaucoup de cette liste-là. Ouais. Et c'est des éléments importants qui constituent un peu les outils de travail. Mais la compétence qui est liée aux outils de travail, Mmh. c'est une compétence qui a une durée de vie relativement faible quand on la compare à une vie professionnelle. Ouais, ouais, ouais. L'éducation, c'est un actif de long terme. Quand on investit dans l'éducation de l'argent et du temps, Mmh. on a le souhait de développer un actif de connaissances qui va durer un peu plus longtemps que la dernière application de prototypage ou de production de sites internet. Donc Et nous, toi et ce socle un peu donc de soft skills et tout, alors c'est pas que des soft skills, hein, ouais, c'est pas que des soft c'est quand skills, même c'est des c'est compétences générales aussi, des d'accord? connaissances fondamentales. Mmh. Des connaissances fondamentales. Alors nous, on est quand même des écoles appliquées, hein, on fait pas de la science fondamentale, mais il y a quand même des connaissances Ouais, fondamentales, par exemple sur le comportement, tu parlais de pricing, etc. Il y a des ouais. choses sur le comportement du consommateur qui Mmh. sont utiles d'apprendre Ouais. et que on n'apprendra pas en sachant manipuler un outil d'A/B testing pour calculer le bon prix.
Bien sûr, bien sûr. Et si on a appris que à faire de l'A/B Et la testing, manipulation de l'outil d'A/B testing, ça fait penser un peu à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais on note la décision des ouais. mains de l'employé avec l'IA. Ouais, tout à Mm. fait. Ok. Mhm. Donc je pense que c'est utile Mhm. d'apprendre tous ces outils, mais D'accord. ça vient, et si je prends si je prends une formule peut-être un peu plus ramassée, Ouais. oui, c'est de l'efficacité, donc Mhm. c'est un taux qu'on applique à une valeur absolue de l'efficacité, mais si la valeur absolue c'est zéro, on a beau être plus efficace sur quelque chose qui sert à rien, sur une idée mauvaise ou qui ne rencontre pas l'intérêt, même si on est plus efficace pour la pousser sur le marché, en termes de productivité, ça la rendra pas, ça fera pas l'adhésion plus forte, quoi. Il faut donc aussi avoir ton socle fondationnel, ta Ah culture voilà. générale de la business school, quoi. Bah ouais, Des petites notions un petit peu ouais. dans chacune des principales disciplines. Mhm. Bah on pense, en tout cas, nous c'est là-dessus qu'on fonde un peu nos Ouais, enseignements, hein. C'est d'arriver à faire un bon équilibre entre des compétences et des connaissances fondamentales et une bonne maîtrise des outils qui les actionnent. hmm. Euh, pour prendre une analogie, on a très tôt formé à Excel, il y a Ouais. 30 ans, et ça faisait partie des choses qui faisaient que nos étudiants étaient appréciés, c'est qu'ils connaissaient bien Excel par rapport à d'autres. Mais évidemment, on les formait pas uniquement à utiliser Excel, quoi. Et c'est parce qu'ils étaient aussi bons en finance ou en marketing ou en conseil que le fait qu'ils sachent utiliser Excel arrivait comme un booster. Mais si on ne les avait formés qu'à Excel, je suis pas sûr qu'ils auraient eu un avenir professionnel aussi important qu'ils l'ont eu. Donc voilà, faut équilibrer les choses. Ces outils sont importants parce qu'ils accélèrent, mais il faut savoir ce qu'on accélère, et il vaut mieux accélérer un bon produit, une bonne idée que Ouais. une idée un peu fade, quoi. Et on aura la Hmm. bonne idée parce qu'on a parce qu'on a la connaissance, parce qu'on a la compétence ou l'expérience. Franchement, c'est très clair. Tu m'ouvres de nouveaux horizons. Merci beaucoup, Louis David. Et ça nous fait une transition vers le deuxième gros sujet que j'aimerais un peu aborder avec toi. C'est le marché du travail, en particulier le marché du travail pour les jeunes. Donc grosse question. Il y a presque 6 mois, Dario Amodei, CEO d'Anthropic, c'est le premier je pense qu'il a vraiment mis sous cet angle-là, enfin, en tout cas de manière visible. Dario, hein, qu'on aime beaucoup, on avait certainement commenté ses travaux et son modèle précédemment ensemble, euh, et qui disait, ben, il risque d'y avoir un énorme problème sur le marché de l'emploi, en particulier le marché de l'emploi des jeunes, peut-être jusqu'à 50% de taux de chômage chez les jeunes, chez ce qu'il appelait les junior jobs, entry-level jobs. Il y a une étude de Stanford qui est sortie qui a un peu confirmé ça récemment alors, elle semblait assez bien faite, mais on voit en tout cas depuis l'arrivée de ChatGPT, donc fin 2022, un déclin sur les offres d'emploi pour les juniors, en particulier, vraiment sur ce qui ressort le plus dans cette étude, pour les professions du service client et des développeurs. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même d'être dans un marché compliqué. Je viens de voir un tweet. Le marché de l'emploi, c'est l'enfer. Les jeunes utilisent ChatGPT pour faire leur CV et pour remplir leur application. Les équipes RH utilisent l'IA pour les relire. Et résultat, personne n'est embauché. C'est la cata. Euh, une fois de plus, je suis très curieux d'avoir un peu ton feeling par rapport à ça, par rapport à ta proximité avec les étudiants. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Je pense que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur les compétences aussi que tu vas chercher à développer chez eux, quoi. Hmm. Bah, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Il y a ces études dont tu parles qui vont dans cette direction. Il y a aussi les annonces de réduction de postes sur les entry-level jobs des grands Ouais. de la tech. Mhm. Donc tout ça va un peu dans une direction qui consiste à dire que
une partie des tâches qui étaient confiées à des jeunes recrues étaient des tâches qu'on peut maintenant automatiser, et donc on n'a plus besoin de ces jeunes recrues. Ça a probablement une partie de la réalité. Maintenant, moi, je voudrais apporter 2 points de nuance. Ouais. Et un qui est ma réflexion, et un autre que j'emprunte à quelqu'un que je vais citer, c'est que ce mouvement-là, même s'il est réel, on ne conteste pas les chiffres qui sont produits. Bien Je sûr. pense qu'il n'est pas, c'est pas ce qui va se passer à long terme, parce que les entreprises vont toutes avoir besoin de gens expérimentés dans 5 ans. C'est sûr. Elles auront toutes besoin. Donc elles vont toutes se poser la question de comment, elles se la posent déjà la question, hein, mais la question, elle va être encore plus forte, de se dire, mais comment on développe, comment on acquiert l'expérience. Mm. Et de façon un peu schématique, il y a deux façons pour une entreprise d'acquérir de l'expérience. C'est de développer des expériences en interne, développer l'expérience de leur collaborateur en interne, Ouais. en faisant des parcours d'évolution qui vont faire que... Et donc là, ça pose la question de qu'est-ce qu'on leur demande. Et donc, c'est complètement redéfinir la job description des juniors, parce qu'on aura besoin de juniors pour les faire grandir, mais on ne peut pas leur demander les choses qui sont confiées à la machine. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur confier? Ouais. Et ensuite, il y aura une autre, pas ensuite, pardon, mais il y a une autre façon pour les entreprises d'avoir de l'expérience, c'est de l'acheter à l'extérieur, et de l'acheter à l'extérieur en recrutant des gens qui auront fait 5 ans quelque part. Et donc, il est très probable que des entreprises ou des industries vont devenir des usines de formation pour des gens expérimentés. C'est en partie ce que font déjà les cabinets de conseil Ouais. Ouais. pour un certain nombre de jobs ensuite dans l'industrie. Et c'est assez banal ou commun, et c'est même un peu une voie de recyclage des consultants, puisque les structures pyramidales font que tous ceux qui rentrent à 25 ans ne Bien restent sûr. pas jusqu'à 45. Ouais. Et donc, on achète cette expérience, des entreprises, pardon, achètent cette expérience en achetant, c'est pas le bon terme, en tout cas en recrutant. Donc, je pense qu'à moyen terme, Ouais. cette question, elle ne pourra pas mécaniquement se Mhm. poser dans les termes qui sont posés aujourd'hui. Hmm. Les entreprises vont avoir besoin ou intérêt à continuer de recruter des jeunes pour en faire de futurs expérimentés. Donc ça, c'est une première chose. Bien sûr, bien sûr. Deuxième chose, et ça je l'emprunte à Antonio Casilli, qui est un Mhm. chercheur, un sociologue très, très en pointe sur les questions de travail et d'intelligence artificielle, et en particulier de toute la transformation du marché du travail. Et une de ses thèses fondatrices, c'est de dire que en fait, la transformation principale apportée par l'intelligence artificielle, c'est la dégradation du travail, c'est-à-dire d'éliminer des métiers à qualification intermédiaire et de créer des métiers faiblement qualifiés, d'entraînement de l'IA, de labellisation, de vérification, tous ces boulots qui sont aujourd'hui massifs. Ouais. Et en fait, lui, ce qu'il a dit il y a 2 semaines dans un de ses blog posts, c'est qu'en fait, ces études dont tu parlais, Ouais. elles font l'hypothèse, euh, en tout cas, elles prennent comme mesure l'emploi, c'est-à-dire dans les comptes de résultats des entreprises, la partie payroll. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il s'appelle. Et l'hypothèse d'Antonio Casilli, c'est de dire en fait, ces jobs entry level, ils existent toujours, mais ils ne sont pas dans la partie payroll, ils sont dans la partie contract. Parce que maintenant, les entreprises utilisent Intéressant. Malte et Mm. d'autres plateformes. Je cite Malte, mais je pourrais citer Hmm. toutes les autres. Hein. C'est pas pour les pointer, mais c'est pour donner une illustration. Ouais. Et lui, il a une hypothèse concurrente qui est de dire en fait, les entry level jobs n'ont pas disparu. C'est juste qu'ils sont dans une autre catégorie, qui sont des freelances. Et je pense que si on fait un peu le tour individuellement de notre réseau relationnel, on a Ouais. vu aussi ça. On a vu aussi D'accord. des gens de Confirme. 25 ans Mm. qui contraints ou choisis, Mhm. certains c'est contraint, d'autres c'est parce qu'ils l'ont choisi, Ouais. se retrouvent à faire des boulots qu'ils auraient fait en tant que salariés,
mais ils les font comme un sous-traitant sur une plateforme ou comme un sous-traitant. Et je pense que je pense que c'est une hypothèse qui mérite quand même d'être gardée en tête. Je l'ai pas vérifié, j'ai pas les études quantitatives qui permettraient de Mmh. l'affirmer, mais j'ai quand même l'intuition quand je regarde un peu les, les gens que j'ai autour de moi, que c'est pas une hypothèse qui est complètement dénuée de réalité. Écoute, écoute, merci, c'est très intéressant. Et là-dessus, je peux que confirmer. Alors, est-ce que moi, j'ai un biais euh, de par mon métier, tu vois, de formateur, d'expert IA, un petit peu dans la productivité, de la créativité, et tout ce que je peux voir autour de moi. Euh, mais j'ai vraiment l'impression, en effet, en tout cas par rapport aux jeunes que je rencontre aujourd'hui, qu'en effet, tu as de plus en plus de freelance ou d'indépendants, quoi, tu vois, de microstructures très habiles, très agiles. J'en vois beaucoup pour le coup, moi, de très qualifiés hein, et qui s'en sortent très, très bien. Et je te rejoins là-dessus. Écoute, j'avais pas bien vu ce point. On avait parlé précédemment, il y a un an, 2 ans, on parlait de ce sujet sur l'emploi et l'IA en disant, ben, s'il y a des mouvements sur le nombre d'offres d'emploi sur les plateformes de freelancing, ça nous permet de déceler des signaux un petit peu avant-coureurs parce que il y a plus de flexibilité et donc ça bouge plus rapidement que le marché du travail. Mais par contre, au-delà de ces mouvements relatifs-là, ce qui est intéressant, en effet, tu as raison, c'est le déplacement euh, payroll et nombre de jobs postés sur ces plateformes par rapport à ce qui est posté chez les entreprises. Et je suis d'accord, moi je le vois de manière très 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 importante, ce déplacement, c'est sûr. Ouais. En tout cas, je veux pas non plus aller dans l'excès inverse, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, il y a une tension sur l'emploi des jobs de jeunes diplômés, hein. C'est aussi une réalité. Parce que tu vois, on parle dans les chiffres dont on parle de moins 20%, moins 20, on est dans cet ordre-là, moins 25% sur un marché de l'emploi. On sait que c'est des chiffres qui, enfin, ça veut dire que très rapidement, en fait, ça fait arriver à une sorte de panique, en fait, hein, sur un marché de l'emploi. Donc, je serais pas étonné, tu vois, qu'il y ait quelques ressorts qui contrebalancent, comme celui que tu décris. Tout à fait, ouais. Écoute, ça, c'est une analyse hyper intéressante. Euh, et donc, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est euh, bah, le monde a changé, en effet. Les jeunes dont on parle, ils vont plus arriver dans le marché du travail comme ce qu'ils faisaient avant, faire le café, les photocopies, perforer des documents et tout ça. Ça, c'est fini. Le côté le senior qui relit ce qu'ils font juste pour le valider, mais qui ne produit pas, je pense que c'est fini aussi. Et que de l'autre côté, voilà, on a un marché du travail sur lequel on va avoir des développeurs seniors, mais aussi des consultants seniors qui vont faire de plus en plus de choses par eux-mêmes, je pense, avec les outils de l'IA générative, sans avoir besoin de passer par une armée de juniors, quoi, quand même. Et puis, il y a peut-être des métiers nouveaux qui vont émerger, qui vont créer aussi des poches d'emploi ou d'activités qui sont nouvelles. Mais je suis d'accord avec tes arguments. Et par rapport à ton premier point, tu vois, c'est sûr que une entreprise qui aujourd'hui ne penserait pas à demain et se dit juste j'arrête de recruter, je remplace tout j'automatise tout niveau workflow. Alors, comme tu l'as dit, peut-être qu'elle peut aller faire son marché ensuite, quelques années plus tard, avec des jeunes en fait qui sont passés par d'autres structures, des cabinets de conseil, etc. Mais je pense qu'elle risque de perdre beaucoup de choses dans cette histoire, en fait. Hein. Ouais. Pour prendre une analogie sur un autre domaine, on a compris ce que ça voulait dire, on a compris plutôt la conséquence et l'impact de la destruction de capacités industrielles Mhm. en Europe et en France en particulier. Puisque quand on a voulu réactionner les usines de production, on a bien fait le constat qu'elles n'étaient plus là et qu'il fallait des temps de cycle très longs pour reconstruire ces capacités industrielles. Bien sûr. Bah, on peut considérer les emplois comme aussi des capacités, et des capacités qui sont humaines. Et Mhm. on voit bien, si on prend l'analogie avec le monde industriel,
qu'une fois qu'on a détruit une capacité, ou en Ouais. tout cas qu'on la tarie, la reconstruire, ça prend un temps de cycle important et une énergie importante. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même et de dirigeants d'entreprises qui ont le sens de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est pas qu'une question d'optimisme. Hein, je pense que c'est une question de réalisme. C'est que les entreprises, alors, on sait la pression sur les résultats court terme qui les amène parfois à prendre des décisions Ouais. au trimestre ou au semestre, mais, euh, mais celles qui ont la capacité de voir un petit peu plus loin, la capacité en termes de gouvernance à voir un peu plus loin, c'est sûr qu'elles ont déjà compris ça. Mmh. Merci beaucoup Louis David. J'aime beaucoup cet exemple sur la réindustrialisation. On commence en tout cas, ça redevient sexy à plusieurs niveaux, au niveau aussi de l'énergie, avec tout ce qu'il faut construire, en tout cas en tant que centrale. On pense aussi à la robotique. Comment est-ce qu'on va faire, hein. La robotique est très développée, toute cette supply chain en Chine. Aux États-Unis, en tout cas, ils essayent d'accélérer à ce niveau-là, on le sait bien. En France, en Europe, on n'a pas grand-chose. C'est sûr que on voit pas ça réémerger directement du jour au lendemain. Donc, je pense que tu as raison de soulever ces questions. Petite dernière question, un petit peu pour toi, Louis-David, et merci beaucoup là, pour ton analyse, c'était passionnant. Sam Altman vient de nous dire, encore, pour rester dans l'actu, on vient de parler d'un investissement potentiellement sur plusieurs années de Nvidia de 100 milliards de dollars dans OpenAI, par tranche de 10 milliards de dollars, qui correspondrait à chaque fois en fait à des gigawatts en fait de GPU, des gigawatts de puissance pour alimenter des GPU Nvidia. On parle d'un investissement, la première tranche, ça serait pour 2% de OpenAI. Nvidia investirait donc 10 milliards de dollars. Ça irait, donc je viens de le dire, jusqu'à 100 milliards. Mais derrière, après, Sam Altman nous dit, on a besoin de ça aujourd'hui. On est face à une problématique du compute qui n'arrête pas de croître. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut, on voudrait éviter d'être dans cette question, soit guérir le cancer, ou de l'autre côté, fournir à tout le monde une éducation gratuite sur Terre. Donc, question, une question un petit peu tournée d'une certaine manière par Sam Altman. Qu'est-ce que tu en penses, Louis-David? Il faut guérir les cancers ou offrir cette éducation gratuite pour tous? Non, je plaisante un petit peu quand je pose Ouais, la j'ai question. compris. Je pense que c'est l'inflation qui tourne un petit peu maintenant, qui franchit des paliers qui sont difficiles, quoi. Hein. L'inflation dans la promesse ou l'agitation, Mm. soit de promesse, soit de risque, euh, qui va probablement éclater à un moment, parce qu'à un moment, il y a un retour au réel qui va faire que on va plus pouvoir éternellement faire des multiples de 10 sur les chiffres par échelle de temps de 12 mois, quoi. Je veux dire, on peut pas, c'est pas possible. Alors, on sait bien l'intérêt objectif des fournisseurs de modèles de créer cette pente exponentielle de croissance, de capacité, pour arriver à être eux ceux qui ont le plus de capacité pour pouvoir assécher les autres. Mais tout ça, ça se finance. Et donc, pour arriver à le financer, il faut trouver Mm. un but ultime qui va justifier ces financements énormes. Donc ça, on comprend bien le rationnel de cette annonce qui a pour vocation à dire, bah, voilà, taisez-vous sur les critiques, sur ces montants, parce qu'on travaille sur des sujets tellement importants, et en plus, on n'aura pas assez pour traiter tous les sujets importants, donc Ouais, laissez-nous tranquilles. ouais. Euh, il est probable qu'à un moment, les choses s'établissent un peu différemment. Hein. J'ai lu un article là, dans The Economist la semaine Mhm. dernière qui parlait des pratiques qui ne sont pas des pratiques contestables, hein, mais qui sont des pratiques comptables de comptabilisation des amortissements. Mhm. Et en fait, il y a un écart aujourd'hui entre les pratiques, les durées d'amortissement dans les bilans des entreprises, d'amortissement
des technologies de puces, hein, sont des Ouais, data centers. très bien. Ils ont des échelles d'amortissement de 5 à 6 ans, Ouais, alors que l'amortissement réel, c'est-à-dire la durée d'exploitation, c'est 3 ans. bien Et, sûr. et le jour, si jamais ils utilisaient dans leur compte la durée d'amortissement réel, c'est-à-dire divisé par 2, en fait, la durée d'amortissement, et Mmh. donc multiplié par 2 le montant de l'amortissement, et ben en fait, beaucoup des entreprises de la tech qui sont aujourd'hui profitables ne le seraient plus, et Ouais, beaucoup des valorisations en trillions seraient divisées par 2. Donc, donc, il est probable qu'à un moment, ces effets inflationnistes sur les montants et les investissements, il y ait un peu une corde de rappel ouais, ouais, qui ouais, ouais. fasse que on retourne un peu à des montants et à des proportions. Mais beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont un intérêt objectif à poursuivre dans l'inflation. Bien sûr, bien sûr. Et tout à fait. En tout cas, c'est le cas de NVIDIA, c'est le cas d'Oracle, c'est le cas de OpenAI, qui, avec cette opération, arrive quand même à un montant global de 70 milliards de dollars levés sur 2025. Donc, on est quand même sur quelque chose de jamais vu, en tout cas. Mm. Euh, mais écoute, j'avais pas vu cet article de The Economist et c'est très intéressant. C'est sûr qu'en tout cas sur OpenAI, alors je suis loin d'être un expert en comptabilité, mais l'impact comptable, pour le coup, sur les GPU, j'ai une petite idée. Ce serait clairement plusieurs milliards de dollars par an, ce qui pourrait faire une perte abyssale. Ouais. Très bon point. Comme quoi, il faut avoir des bases de compta, comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, avec les cours de l'ESCP, ce socle commun sur lequel vous travaillez. Louis-David, c'était un super épisode. Merci beaucoup. Euh, je vois que vous avez bien avancé sur ces sujets. Franchement, c'est fantastique. J'encourage tout le monde à t'ajouter sur LinkedIn pour te suivre, à s'abonner aussi à ta superbe newsletter Datanomics and Strategy. Donc j'encourage tout le monde à aller s'abonner à ta newsletter. C'est super. Bravo à toi aussi. Merci d'être passé en tout cas parmi nous. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour nos auditeurs, pour les étudiants, pour les parents qui se posent des questions? Pour les parents, je pense que il faut être conscient de ces technologies, faut exposer nos enfants à ces technologies, mais il faut surtout leur permettre de développer un goût, un goût de faire et pas de sous-traiter. Parce que l'épanouissement de la vie qu'on a tous les uns et les autres, c'est quand on fait des choses, Hmm. quand on développe soi-même quelque chose, quand on apprend, quand on devient meilleur, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Et je pense que le point, moi, qui me semble important, c'est d'arriver à ce qu'on garde le goût de faire et l'intérêt de faire, l'intérêt d'apprendre et de se confronter un peu aux choses directement. Super, magnifique conclusion, Louis-David. Merci beaucoup. Et donc, bah, je te dis à bientôt. Et donc, allez tous suivre Louis-David sur Datanomics and Strategy. Salut, Merci Nicolas, au revoir. bye bye. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!